Arthur Vance a failli ne jamais l'acheter. L'objet était enfoui sous une couverture en crochet, au fond d'une table pliante ébréchée, fissurée, sans son pendule. La femme qui le vendait n'a même pas levé les yeux. 30 $. Il ne fonctionne pas. Arthur l'a retourné entre ses mains. Le bois sous les dégâts était extraordinaire à travailler avec minutie, presque une obsession. Quelqu'un avait aimé fabriquer cet objet. Il le sentait. 20, a-t-il dit. Elle a pris ses billets sans sourciller. Continuer à lire ce qu'il a trouvé à l'intérieur a tout changé. Arthur possédait la boutique de seconde main Vance's Second Chance depuis 22 ans. Ce n'était pas un homme sentimental. Mais il ne pouvait jamais résister à une horloge cassée. Sa défunte femme, Eleanor, disait toujours qu'il les voyait comme des chiens errants, comme s'ils attendaient que quelqu'un daigne s'en occuper. Ce mardi soir-là, il a posé le coucou sur son établi, rapproché la lampe, et a commencé à le démonter. 40 minutes plus tard, ses pinces ont touché quelque chose qui n'avait rien à faire là. Il a plongé la main plus profondément dans la cavité au-delà de là où le mécanisme aurait dû s'arrêter et ses doigts ont trouvé quelque chose. Petit, en cuir, délibérément coincé dans un renfoncement sculpté à l'intérieur du cadre. Pas tombé par accident. Pas oublié, caché. Il a renversé la pochette dans sa paume. Une clé en laiton en est sortie, frappée d'un symbole inhabituel et des initiales entrelacées entourant un petit épi de blé. Arthur l'a longuement regardé sous la lampe. À quoi servais-tu? Et qui t'a mise là? Il a passé 2 jours à faire des recherches. Un collègue spécialisé dans les antiquités a reconnu le symbole comme étant la marque d'une coopérative bancaire privée. Le genre qui opérait discrètement dans le Midwest entre 1910 et 1950, pour la plupart absorbés pendant la Grande Dépression. Des établissements de coffre-fort, fondés sur la discrétion. De retour dans son atelier, Arthur a réassemblé l'horloge, trouvé un nouveau pendule, réparé les rouages. La fissure dans le cadran en verre, il l'a laissée. Certaines cicatrices faisaient désormais partie de l'histoire. Il a remonté le mécanisme. Au sommet de l'heure, pour la première fois depuis des décennies, la petite porte s'est ouverte et le coucou a lancé son appel dans la pièce vide. Arthur est resté immobile et a écouté. Il a pensé à ce que cela demande. De créer quelque chose de ses mains et de faire confiance qu'il trouvera son chemin même si on ne vit jamais pour le voir arriver. Quelle chose cachée dans votre vie attend que quelqu'un regarde d'assez près? Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. La propriété se trouvait à 40 minutes de la ville envahie par la végétation, oubliée, intacte depuis un demi-siècle. La grange se dressait au fond, invisible depuis la route, entièrement enveloppée dans des arbres qui avaient poussé autour d'elle comme une voûte vivante. À l'intérieur, sous des bâches en toile, sur des étagères grossières allant du sol au plafond, des sculptures, des centaines, taillées dans du chêne, du noyer, du cerisier, de l'érable. Une femme puisant de l'eau, les bras tendus avec un réalisme parfait. Des chevaux de trait en pleine foulée, les muscles vivants sous le grain du bois. Un enfant tendant les bras vers quelque chose juste hors de portée et le désir dans les petites mains sculptées était si précis qu'il en devenait presque insupportable. Ruth s'est tenue au centre de la grange et n'a pas parlé pendant longtemps. Son fils, un homme pragmatique qui n'avait presque rien dit de toute la matinée, s'est assis sur une caisse et a enfoui son visage dans ses mains. Pas de chagrin. Arthur l'a compris immédiatement. C'était le vertige de recevoir quelque chose de bien plus grand que ce pourquoi on était préparé. Des experts ont confirmé qu'Elias Brenner était reconnu dans les milieux sérieux de l'art populaire américain. Les pièces dans la grange représentaient la quasi-totalité de l'œuvre de sa vie, un travail fait non pas pour être vendu, mais pour ceux qui viendraient après lui. La collection a été évaluée à 2,3 millions de dollars. Un héritage caché à l'intérieur d'un coucou cassé, qui avait attendu 60 ans que la bonne personne regarde d'assez près. Le jeudi matin, Arthur s'est rendu en centre-ville avec la clé dans la poche intérieure de sa veste, contre sa poitrine. Il a essayé 4 banques. À la 4e City Trust Bank, un bâtiment en granit sur Caldwell Avenue qui avait tout traversé, le directeur a étudié la photo du symbole par-dessus ses lunettes de lecture et a dit « Suivez-moi ». L'ascenseur est descendu 2 étages sous le hall. Les archives souterraines sentaient le vieux papier et le métal. Rangée après rangée de coffres en laiton hors d'usage tapissaient les murs, leurs symboles intacts, hérités d'institutions disparues des décennies plus tôt. Le directeur s'est arrêté devant un panneau. Le symbole correspondait exactement. Arthur a trouvé le coffre 114. La clé résistait des décennies de rouille contre le laiton puis, avec un son comme un souffle longtemps retenu qui se libère enfin, elle a tourné. À l'intérieur, 2 documents enveloppés dans une toile cirée. Une enveloppe notariée datée de 1958. En dessous, un acte de propriété, tapé à la machine, signé d'une main assurée. Elias Brenner. Arthur se tenait seul dans la voûte silencieuse, tenant entre ses mains 60 ans de secrets soigneusement gardés. Puis il a appelé la famille. Les Brenner sont arrivés le samedi matin, 3 frères et sœurs adultes et leur mère âgée, Ruth. Arthur a tout posé sur l'établi et leur a raconté toute l'histoire depuis le début. Ruth a pris la clé en laiton et l'a tenue comme Arthur l'avait fait ce premier soir en sentant son poids, en comprenant qu'elle signifiait quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore nommer. « Notre grand-père » dit-elle doucement. Il travaillait de ses mains. Mon père disait toujours qu'Elias croyait qu'on se souviendrait de lui. Elle a reposé la clé. On ne savait simplement pas comment.